Bonjour docteur Nguyen, merci d'avoir répondu à l'appel de la filière pour ce nouveau Flash Info. Vous avez publié au mois de juillet un travail tout à fait intéressant dans Arthritis et Rhumatism sur l'observance de l'hydroxychloroquine et les conséquences de la non-observance chez les patients lupiques. Alors merci beaucoup à vous et merci à la filière de me laisser présenter cette étude. Donc moi je m'appelle Yann Nguyen, je suis MCUPH à l'hôpital Beaujon à Clichy en Île-de-France et c'est un travail qui a été réalisé lors de mon clinica à l'hôpital Cochin. Donc qui est porté effectivement sur l'association entre la non-adhésion sévère à l'hydroxychloroquine et les risques de poussée de lupus, de séquelles et de décès dans la grande cohorte internationale du SLIC. Alors, comme vous le savez tous et toutes, l'hydroxychloroquine est vraiment le traitement de référence du lupus systémique et il est associé à moins de poussées lupiques, à une diminution des comorbidités, moins de séquelles également, et puis l'hydroxychloroquine réduit également la mortalité. L'hydroxychloroquine est ainsi recommandée pour tout patient atteint de lupus systémique, sauf s'il y a des contre-indications. Mais néanmoins, comme tout traitement, son efficacité peut être diminuée par la non-adhésion. Un traitement qu'on ne prend pas ne marche pas. Et ça, on a de plus en plus de données dessus, notamment par les travaux de Nathalie Costa-Chalumeau. Et on peut maintenant de plus en plus monitorer les patients et les patientes en dosant, notamment dans le sang total, l'hydroxychloroquine pour détecter des patients qui ne sont pas du tout adhérents, qui ne prennent pas du tout les traitements avec des cut-offs qui ont été définis en fonction des doses. Plus récemment, on peut aussi mesurer, non pas dans le sang total, mais dans le sérum de ces patients, le taux sérique d'hydroxychloroquine, avec un ratio qui est de l'ordre de 0,5-0,53, et donc des nouveaux cut-offs qui ont été définis pour définir la non-adhésion sévère à l'hydroxychloroquine en fonction de la dose prise quotidiennement. Ainsi, nous avons essayé d'utiliser ces dosages sériques pour évaluer les associations entre la non-adhésion sévère à l'hydroxychloroquine et les risques de poussée lupique, de séquelles et de mortalité dans la grande cohorte du SLIC. Donc la cohorte du SLIC, c'est une cohorte internationale qui comprend 33 centres, 11 pays répartis sur 3 continents, avec des patients et des patientes atteints de lupus selon les critères ACR de 1997, qui ont été recrutés entre 1999 et 2011, avec un suivi prospectif, avec des visites annuelles. Pour notre étude, nous avons pris les patients atteints de lupus qui étaient traités par l'hydroxychloroquine, bien sûr, avec des sérums disponibles pour lesquels on avait un petit peu de suivi. Et nous avons recueilli pas mal de données démographiques, des traitements, des données d'activité, notamment le SLEDAI, des données en termes de séquelles définies par le Slick Damage Index, le SDI, et puis également dans le suivi, l'apparition de nouvelles atteintes rénales et la mortalité. Et nous avons recueilli et centralisé les sérums de ces patients et que nous avons mesurés à l'hôpital Cochin et nous avons pris des cut-offs comme préalablement définis en fonction de la dose prise quotidiennement d'hydroxychloroquine, 200 mg par jour ou 400 mg par jour avec des cut-offs de 53 ou de 106 nanogrammes par millilitre. Pour définir une poussée, nous avons pris une définition assez composite. Nous n'avions pas tous les éléments pour définir une poussée. Donc nous avons pris entre deux visites une augmentation de 4 points ou plus du SLEDAI, ou entre 2 visites, l'apparition d'une nouvelle atteinte rénale depuis la précédente visite, ou l'instauration d'un nouvel immunosuppresseur, ou d'un bolus de solumédrol, ou d'une nouvelle pression corticoïde. Pour définir une aggravation de la poussée, nous avons pris le SDI, donc le Slick Damage Index, et nous avons défini une séquelle comme une augmentation de ce score d'1 point ou plus. Et nous avons comparé les patients qui étaient non adhérents par rapport aux autres, et nous avons étudié les facteurs associés au risque de poussée lupique, de séquelles avec des modèles de Cox et de mortalité en faisant des analyses de survie. Alors, voici un petit peu le diagramme de flux. Donc, sur les 1849 patients inclus dans la cohorte SLIC, nous avions 660 sérums qui étaient analysables, qui répondaient à nos critères d'inclusion, dont la grande majorité était vraiment à baseline au recrutement dans la cohorte. Et nous avons du coup séparé les dosages par rapport à la dose journalière d'hydroxychloroquine. Et nous voyons, là ce pic est intéressant, il y a quand même pas mal de patients qui ont un taux inférieur à 53 nanogrammes par millilitre quand ils prenaient 200 mg par jour, ou inférieur à 106 nanogrammes par millilitre. Et donc au total, 7,3% des patients étaient définis comme non adhérents sévères à l'hydroxychloroquine.
Quand on compare maintenant ces patients, les non-adhérents versus les autres, on voit qu'il y a assez peu de différence, donc c'est assez difficile de déterminer lesquels sont non-adhérents à l'hydroxychloroquine. Il y avait une tendance avec peut-être un petit peu plus de sujets d'ethnie noire, et puis également un IMC un petit peu supérieur chez les patients qui étaient non-adhérents. Et en termes d'activité à baseline, il y avait pas une énorme différence significative. La seule chose qu'on avait, c'était plus de traitement par Immurel, par azatioprine parmi les patients qui étaient non adhérents. Alors voici les résultats pour l'analyse univariée. Donc le risque de pousser l'UPIC dans l'année, on voit très clairement qu'il y en a beaucoup plus chez les patients qui sont non adhérents et qu'on prenne le critère composite ou qu'on prenne chaque item du critère composite. Donc ça c'est vraiment en termes de chiffres et en termes de modèle multivarié, quand on ajuste sur pas mal de choses, sur l'âge, le niveau d'études, l'ethnie, l'activité, les autres traitements, on voit que le risque est plus élevé chez les patients qui sont non adhérents de manière sévère, avec un odds ratio qui est assez important, avec 3,32 odds ratio. Quand on regarde de manière séparée le risque d'augmentation du SLEDAI à la prochaine visite, de même, cette association est indépendamment retrouvée avec les patients qui sont non adhérents. Et c'est également le cas, les patients non adhérents ont plus de risques d'avoir une nouvelle prescription d'immunosuppresseurs ou de corticoïdes au cours de la première année, et ça de manière multivariée. On ne retrouvait pas ça avec le risque de nouvelle atteinte rénale, car il y en a eu relativement peu lors de la première année. Quand on regarde le risque de séquelles à 5 ans maintenant en faisant un modèle de Cox, on ne retrouve pas de différence significative quand on regarde jusqu'à 5 ans par rapport à la mesure de l'hydroxychloroquine. Mais néanmoins, quand on regarde les courbes de Kaplan-Meier, on voit qu'il y a plusieurs cinétiques et qu'au début, les patients qui sont non adhérents, qui sont là en bleu, ont de plus en plus de séquelles et qu'ensuite le risque rediminue, ça se rapproche par rapport aux autres patients. Et en fait, quand on regarde de manière séparée les séquelles liées au traitement et les séquelles liées à la maladie, on voit que les patients non adhérents ont beaucoup plus de séquelles liées à la maladie, indirectement des séquelles notamment rénales par exemple, alors que pour les autres patients, il y a plus de séquelles liées au traitement, notamment des complications liées à la corticothérapie, aux immunosuppresseurs. Enfin, quand on regarde la mortalité à 5 ans, on a eu 11 décès parmi notre cohorte, dont 3 qui étaient non adhérents, avec un hazard ratio qui était assez important, avec 5,4 d'hazard ratio, donc un surrisque de mortalité associé à la non-adhérence à l'hydroxychloroquine. Donc en conclusion, nous avons retrouvé un taux qui était de 7,3% de non-adhésion sévère dans cette cohorte internationale, avec encore une fois peu de facteurs prédictifs de la non-adhésion. Donc c'est extrêmement dur de détecter les patients ou les patientes qui seraient non-adhérents à l'hydroxychloroquine. On voit que la non-adhésion sévère était associée avec une augmentation du risque de poussée l'UPIC, notamment une augmentation du SLEDAI, une augmentation du risque de nouveaux traitements immunosuppresseurs. Et cette non-adhérence est aussi associée à une augmentation du risque de séquelles plus précoces dans les 3 premières années, qui sont souvent liées au lupus plutôt que liées à des traitements. Enfin, nous avons retrouvé qu'il y a une association avec la mortalité à 5 ans. Donc tout ça confirme qu'il y a vraiment un intérêt à monitorer ces patients, à détecter la non-adhésion à l'hydroxychloroquine et aux autres traitements afin de réduire le risque de mauvais pronostics liés au lupus. Les limites de notre étude, c'est que nous avons utilisé un critère composite pour définir les poussées. Nous avons utilisé qu'une seule mesure du taux d'hydroxychloroquine dans cette cohorte. Nous n'avons pas encore eu accès aux données répétées et nous n'avons pas pu déterminer l'adhésion aux autres traitements, notamment les autres immunosuppresseurs, les corticoïdes. Mais néanmoins, le dosage de l'hydroxychloroquine pourrait refléter en fait une non-adhésion un peu globale. Donc quand on détecte une non-adhésion à l'hydroxychloroquine, il faut aussi discuter avec les patients des autres traitements. Mais néanmoins, on a une cohorte qui est quand même internationale de grande importance. Et puis nous avons aussi standardisé nos prélèvements, enfin nos mesures d'hydroxychloroquine pour avoir une mesure plus précise. Donc en conclusion, la non-adhésion est associée à plus de poussées, plus de séquelles précoces et plus de mortalité. Il existe donc un intérêt du dosage pour dépister la non-adhésion au traitement. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Ma question, c'est effectivement, la limite, c'est un dosage transversal dans une population et son devenir à 1 an et 5 ans en termes de poussée, de damage et puis de survie.
ça ne présage pas du tout donc de l'adhésion dans les mois qui ont suivi, dans les années qui ont suivi. Comment est-ce qu'on peut lever ce biais? J'ai un petit peu de mal à comprendre finalement. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une limite principale de notre étude, hein. On va essayer de répéter des dosages pour voir un peu les patterns de non-adhésion, les patients qui restent non-adhérents, les patients qui deviennent secondairement adhérents, et puis d'autres, à l'inverse, qui deviennent non-adhérents. Mais là, pour l'instant, pour notre étude, effectivement, c'est pour ça qu'on s'est focalisé sur un critère de jugement qui était assez proche par rapport au dosage d'hydroxychloroquine, donc on s'est limité à une seule année pour le risque de poussée en tout cas. Pour le risque de séquelles, par définition, elles arrivent un petit peu plus tard. Donc du coup, on a regardé à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans. Et effectivement, on perd de la significativité à 5 ans, peut-être pour les raisons que j'ai indiquées avant, mais aussi peut-être parce que certains patients ou patientes sont devenus adhérents, et puis dans l'autre groupe, l'inverse. La causalité est beaucoup moins forte plus on s'éloigne de ce dosage-là, hein. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est assez puissant pour détecter juste un seul dosage. On peut prédire quand même certaines choses, mais pour limiter ce biais-là, il faudra avoir des dosages répétés, des choses qu'on prévoit de faire dans le futur, dans la même cohorte. Donc, dans cette population, vous avez le taux sérique de l'ensemble des patients et la répartition en fonction des concentrations. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous avez retrouvé un cut-off de concentration qui protège des poussées, qui protège du damage, qui protège finalement du risque de décès? On dit souvent que le taux thérapeutique ou l'objectif thérapeutique est un taux sanguin entre 1000 et 1500, et que les patients qui sont à plus de 500, donc ça serait 106 nanogrammes de dosage sérique plus un cinquième, s'ils ont du 400, l'équivalent du 400 mg. Est-ce que vous avez trouvé donc un cut-off qui protège de ces trois risques? Est-ce que vous avez étudié ça? Oui, alors non, pas encore, hein. Pour la première étude, nous nous sommes concentrés vraiment sur les patients qui avaient un taux quasi indétectable d'hydroxychloroquine. Ensuite, des études plus de corrélation pharmacocinétique ou autre, c'est des choses qu'on va faire, hein, pour essayer de voir si effectivement il y a des cut-offs où on voit qu'il y a moins d'activité ou plus d'activité, que ce soit au moment du dosage ou dans l'année d'après. Mais ça, ce sont des choses qu'on n'a pas encore analysées, hein, qu'on fera par la suite. Eh bien, très bien, on attend avec impatience ces résultats. Alors, merci beaucoup encore d'avoir accepté de présenter ce flash info pour la filière FA2R. Avec grand plaisir. Merci à vous.